Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre et notre invité ce soir, Daniel Lantin, le PDG de Fidelios, une plateforme de financement participatif des Outre-mer. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce concept permet de financer son projet par des inconnus, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que le financement participatif est désormais une alternative aux banques ? D'une certaine façon, oui, parce que c'est vrai que la banque, le métier de banquier, c'est l'intermédiation bancaire. C'est l'argent des déposants qui est prêté par l'intermédiaire de la banque à des emprunteurs. Donc ça, c'est le métier de base de la banque, l'intermédiation qui génère des commissions d'intermédiation, les intérêts. Et c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de financement désintermédié, de finances alternatives, parce qu'il y a d'autres modes de financement qui se mettent en place pour pouvoir, je dirais, offrir des nouvelles solutions aux emprunteurs. On en parlera bien sûr en détail au cours de ce journal, mais tout de suite les titres qui seront développés dans notre édition. Conséquence de la loi Macron, Carrefour d'Estreland ouvrira désormais le dimanche. Surchauffe sur le terrain social, plusieurs conflits en cours comme à la SGDM. Le crowdfunding ou financement participatif, le recours aux réseaux sociaux pour financer des projets. Le journal, Aurélie Rose. Et si vous avez l'habitude de faire vos courses alimentaires le dimanche, eh bien vous pourrez désormais compter sur une nouvelle enseigne, Carrefour d'Estreland. L'annonce a été faite plus tôt en catimini. Du côté des clients, en tout cas, les avis sont plutôt partagés, comme l'ont constaté Patrick Curie et Anne-Elisabeth Artsen. Ces caissières de Carrefour travailleront désormais le dimanche. Du moins, celles qui seront volontaires selon l'accord conclu avec la direction de l'hypermarché. Cet accord est en conformité avec la loi Macron qui régit l'ouverture régulière des surfaces de plus de 400 mètres carrés. Jusqu'alors, les ouvertures pratiquées par l'enseigne étaient exceptionnelles et nécessitaient une autorisation municipale. Et je trouve que ça devrait être réservé aux petites structures. Voilà, les bricolages c'était déjà bien, mais là un hypermarché énorme comme ça, franchement, je trouve que c'est pas utile. Les employés de l'hypermarché qui assureront cette vacation de 4h30 bénéficieront de jours de repos dans la semaine ainsi qu'une majoration de 30% de leur rémunération. Le tout consigné dans un avenant à leur contrat de travail. Oui, alors moi je trouve que c'est une bonne idée, mais à condition que les personnes puissent choisir de venir travailler ce jour-là et qu'elles ne soient pas obligées de le faire quand elles ont des contraintes de famille. Voilà, il faut que ça soit positif pour tout le monde. L'information a peu transpiré dans les médias. C'est sur sa page Facebook que Carrefour a annoncé cette nouvelle ouverture régulière. C'est un avantage pour certains, mais c'est un désavantage pour les gens qui travaillent. On sait que le dimanche, c'est le dimanche dominical, c'est fait pour aller à l'église, pour aller se reposer, pour s'occuper des enfants et de tout. La seule chose que le dimanche, c'est la population qui voit. Je ne suis pas d'accord, je ne trouve pas ça juste. Voilà. En plus, ce n'est pas le dimanche où il y aura, à mon avis, le plus de monde. Il y a des jours où ça ira, mais il y a des jours où ça n'ira pas. Donc, moi, je pense aux parents qui travaillent à Destreland, même si c'est sur la base du volontariat, mais quand même. En 2014, une ouverture dominicale exceptionnelle avait fait l'objet d'un blocage des caisses par le syndicat UTC-UGTG, mais cette fois, Carrefour ouvre l'air à une ouverture constante et autorisée par la loi. Et justement, on va parler d'actualité sociale qui est très chargée aujourd'hui avec plusieurs mouvements qui se sont déroulés en Guadeloupe. Grève dans les centres pénitentiaires, un mouvement national relayé dans notre département. Dans le secteur de la santé, mobilisation dans le secteur psychiatrie du CHU. Le personnel s'inquiète du transfert de ce service au centre hospitalier de Monterran. Selon les manifestants, l'ARS aurait imposé ces changements sans concertation. À France-Antilles, les salariés de leur côté ont obtenu un sursis aujourd'hui. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre examinait ce matin le plan de redressement judiciaire. Il avait été mis en place en mai dernier en raison de la situation économique du quotidien. Sur les 49 postes menacés, 20 ont pu être sauvés. Et les salariés ont également obtenu donc un sursis de 6 mois, même si une mise au point sera faite le 14 janvier prochain.
Je vous propose maintenant d'écouter les précisions de Fabrice Mtoumo, c'est le représentant du personnel de France Antilles. Il est interrogé par Patrick Curie. Ben, ça qui passe, c'est simplement renvoi à plan social là, pour une période de 3 mois encore. Donc nous sommes venus devant le tribunal là, le 14 janvier, parce que au gré à tout ça qui a passé, au gré à la négociation que nous menons pendant plus de 3 mois là, avec direction là, concernant un certain nombre de licenciements, dont 49 postes, et que nous avons négocié, aussi on peut dire que nous avons acheté à peu près une vingtaine de postes. Donc nous négocions et à la négociation là, nous sommes arrivés en bout là. Et donc c'est pour ça que ces messieurs demandé un plan de continuation de l'activité afin de mettre en place licenciement là à les salariés concernés. Normalement, il y a demandé 6 mois, mais c'est au bout à tribunal le 14 janvier qu'il y a ça réellement. Pour l'instant, c'est 3 mois qui est prévu parce que c'est le 14 janvier nous avons jugé encore. Enfin, dans le secteur de l'automobile, mouvement aujourd'hui des salariés de 2 enseignes du groupe SGDM. À Jarry, les sites de Mercedes et Audi étaient fermés. L'un des salariés se dit victime d'harcèlement. Les précisions de Muriel Barline. Franz Caraïbe, délégué syndical de l'UGTG, est-il victime de harcèlement? Mécanicien à Mitsubishi depuis 11 ans, l'une des marques distribuées par la société SGDM, il se serait vu proposer un poste de laveur dans une autre société à l'occasion de ce qui semble être une restructuration. Les rencontres avec l'UEC-UGTG n'auraient débouché que sur des propositions irrecevables par le syndicat, d'où le blocage des sites de Mercedes et de Audi à Jarry. Puis encore, ça que la loi qui a interdit, c'est de payer qu'un employeur paye un salarié à ne rien faire. Et c'est ce jour-là, depuis le 14 septembre, directeur là, Olivier de Périgny, directeur à Kazaï, qui a payé. Conseil, mais nous avons dit, à part repos nous besoin, c'est travail nous besoin, c'est dignité que nous besoin, et nous avons lutté, et nous avons gommé pour qu'Amad la reprenne poste de travail. Pour l'UEC-UGTG, il s'agit bien là d'un cas de harcèlement. Les délégués syndicaux seraient dans la ligne de mire. C'est tout à fait un harcèlement dans la mesure que l'entreprise là, ça gêne plus de d'une trentaine de salariés. Et la médecine du travail intervient parce de constater en série de pathologies mentales, en série de souffrances au travail. Et même dernièrement, camarade a été fait en malaise. Et nous voyons directeur là, et d'autres cadres passés, ils ont laissé à là, et c'est les salariés qui étaient obligés de crier les pompiers. Et les travailleurs qui vivent en série de dispositions, en série de harcèlement, et principalement les délégués, les représentants syndicaux, parce que tenir d'autres camarades dans d'autres organisations syndicales aussi par la pression Chapati. Pour la centrale syndicale, la guerre est déclarée. Elle compte étendre son mouvement à toutes les enseignes appartenant à la société SGDM si Franz Caraïbe ne réintègre pas son poste. Et pour refermer ce chapitre social, notez qu'Élie Domota sera l'invité demain soir de Jean-Luc Icard dans votre émission hebdomadaire Télescopie. Élie Domota, le porte-parole du LKP et le secrétaire général de l'UGTG. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, arrive ce soir en Guadeloupe. Une visite de 2 jours avec plusieurs rendez-vous inscrits à son agenda, notamment l'inauguration de l'usine de traitement de l'eau de Lamentin, l'inauguration de l'école régionale de la deuxième chance au Moule. Demain après-midi, elle assistera également à la rentrée solennelle de l'année universitaire sur le campus de Fouillol. Samedi, elle se rendra à Marie-Galante pour une séance de travail sur les sargasses. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, Jean-Luc Icard nous parle de Cuba qui n'enverra pas de troupes en Syrie. Nous irons également au Guyana ou encore à Sainte-Lucie. Voici la Minute Caraïbe. Le ministre cubain des Affaires étrangères nie catégoriquement avoir déployé des troupes en Syrie en soutien à Bachar al-Assad. Le ministre n'a pas nié son alliance avec le président syrien, qui avait d'ailleurs visité Cuba en 2010. C'est la chaîne de télévision américaine Fox, considérée comme ultra-conservatrice, qui a fait état de plusieurs rapports révélant l'existence de stratégies élaborées par l'armée cubaine avec les généraux syriens, russes et iraniens. En réaction, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui aux États-Unis pour ne pas lever l'embargo contre Cuba. Au Guyana, le gouvernement a décidé d'interdire toute importation ou utilisation de mousse de polystyrène utilisée dans l'industrie des services alimentaires, et ce, dès janvier 2016.
Dans son objectif de promouvoir une économie verte, le ministère guyanien des Ressources naturelles et de l'Environnement a commencé à appliquer une série de mesures pour remédier à la gestion des déchets et promouvoir l'utilisation de matériaux biodégradables. En plus de l'interdiction de l'importation et l'utilisation de ces produits, le gouvernement met en place un programme de sensibilisation du public sur les conséquences de son utilisation et les avantages de solutions alternatives plus propres pour l'environnement. Le Guyana deviendra en 2016 l'un des rares pays du monde à interdire la mousse de polystyrène. Environnement toujours, à Sainte-Lucie, l'approvisionnement en eau pour les habitants du village du sud-est de Mikou a été rétabli hier, 3 jours après que des poissons morts ont été découverts dans la source de la rivière captée. Wasco, l'office de l'eau du pays, déclare avoir engagé tous les nettoyages et tests nécessaires pour le retour à la salubrité de l'eau. Néanmoins, une enquête est ouverte pour déterminer les raisons de cet incident et ses auteurs. Le gouvernement saint-lucien rappelle que l'utilisation de substances toxiques pour pêcher les poissons et écrevisses est une pratique très dangereuse qui compromet la fourniture de l'eau et la vie des personnes qui les consomment. Et puisque l'on parlait de la Caraïbe, notez que plusieurs chercheurs de notre grande région ainsi que du monde entier seront présents le 29 octobre prochain au Memorial Act pour une conférence internationale sur les langues de l'Inde sur ses diasporas. Le programme de ces 3 jours de conférence était d'ailleurs présenté ce matin au Centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. C'est la première fois qu'une conférence est organisée sur les fonctions, la préservation et la transmission des langues d'origine de la diaspora indienne. En tout, 35 chercheurs et professeurs d'université d'Afrique du Sud, des États-Unis, de l'île Maurice, du Suriname ou encore de Trinidad ont répondu favorablement à l'invitation de Fred Négrite. Fred Négrite qui est le président du comité d'organisation de cette conférence internationale. Ses précisions devant la caméra d'Anne-Elisabeth Artsen. Pourquoi une conférence sur les langues indiennes maintenant ? Parce que, disons, le moment est venu. Nous avons déjà eu d'autres conférences sur la culture indienne en Guadeloupe, mais nous avons suffisamment évolué dans notre culture, dans notre réappropriation identitaire, pour pouvoir nous interroger sur la dimension indienne de cette culture guadeloupéenne, et notamment sur sa dimension linguistique. Alors, cette conférence a d'abord pour objectif d'analyser, de mieux cerner les enjeux qui se posent dans les échanges linguistiques, disons, indo-indiens entre les langues indiennes, mais aussi entre ces langues indiennes et les relations qu'elles ont avec les langues locales, par exemple avec le créole. Nous voulons savoir que sont devenues ces langues de l'Inde en dehors de l'Inde. Alors, je pense qu'il y aura certainement des retombées pour notre culture indo-guadeloupéenne, mais pour nos cultures guadeloupéennes en général. Mais je pense qu'il faut que nous ayons une vision beaucoup plus large. Il faut que nous pensions notre culture guadeloupéenne en termes de culture globale. Et notre culture indo-guadeloupéenne n'étant qu'un aspect de cette dimension identitaire de la Guadeloupe, certes, mais de la dimension identitaire de l'homme en général. Cette conférence internationale sur les langues de l'Inde dans ces diasporas se déroulera du 29 au 31 octobre au Memorial Act. Au Vélodrome de Gourdeliane, le salon Kids and Family se poursuit. C'est le salon consacré aux enfants, aux ados, aux parents ainsi qu'aux jeunes parents. C'est jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, l'association Parrain par 1000 de Guadeloupe présentait le principe du parrainage de proximité. Il est possible en effet de devenir parrain ou marraine d'un enfant ou d'un adolescent issu d'une famille isolée. Muriel Barlagne a justement rencontré Mylène Loyal, c'est la responsable de l'antenne Parrain par 1000 Guadeloupe. On l'écoute. Je crois que la société dans laquelle on vit voit une fracture sociale de plus en plus grande, qu'est-ce que ce soit dans l'Hexagone ou dans notre territoire Guadeloupe. On constate les mêmes choses. De plus en plus d'enfants quittent le milieu scolaire, de plus en plus d'enfants vivent dans des milieux précaires. De plus, les schémas traditionnels familiaux ont évolué. Beaucoup de familles monoparentales apparaissent. Et donc, avec la crise sociale que nous vivons, cette fracture est vraiment là. Et donc nous, l'idée c'est vraiment d'amener le parrainage de proximité comme un outil
une aide à la parentalité et aussi le fait de tisser un lien entre des gens qui peut-être n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer, c'est aussi essayer de réduire cette fracture sociale, sortir de nos comportements individualistes, pour moi, c'est un acte civique, c'est un acte citoyen que d'aller vers l'autre, de lui proposer son temps et surtout de le faire avec un enfant du bout de la rue, c'est-à-dire un enfant qui habite votre département, votre rue, votre commune. Et si vous êtes intéressé par le parrainage de proximité, vous pouvez vous rendre sur le site www.parrainparmille.org. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, le crowdfunding. En français, on parle de financement participatif, une pratique d'ailleurs de plus en plus tendance. Le principe est simple, faire financer votre projet par de généreux donateurs. Tout se passe sur Internet. En Guadeloupe, 2 entrepreneurs ont d'ailleurs fait appel au financement participatif pour pouvoir participer à la Foire internationale de la Havane. Richard Scott Tamar les a rencontrés, son reportage. 2 jeunes entrepreneurs guadeloupéennes, Karine Duménil de French Caribbean Taxi et Vanessa Ronel de Like a Boss, ont décidé de passer par le crowdfunding, en français, le financement participatif, afin de se rendre à la Foire internationale de la Havane. On a essayé les parcours classiques, de financement classique, savoir qu'est-ce qui existait, etc., pour aider les entreprises à s'exporter, à faire des missions de prospection. On n'a pas trouvé de solution concrète. Donc on a décidé de lancer une campagne de crowdfunding et de faire en fait appel à tous les Guadeloupéens pour faire un don, pour financer du coup cette mission de prospection. Cette collecte, en fait, ça serait pour un montant de 5 000 € qui couvre vraiment les fluctuations des billets d'avion, l'hébergement, moyens de locomotion et surtout l'accès au salon en tant qu'exposant. Le crowdfunding, c'est le principe qui met en relation des entrepreneurs, des créatifs et tous les porteurs de projets en mal de trésorerie avec des investisseurs et des donateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. C'est vraiment un financement alternatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises pour la plupart sont en proie à des difficultés de trésorerie ou de fonds propres pour de la création d'entreprises et les fonds propres c'est la condition sine qua non pour pouvoir faire un prêt, lever un prêt bancaire. Donc du coup le crowdfunding c'est la possibilité de pouvoir faire appel au public guadeloupéen mais également à ses proches, à son réseau justement pour soutenir une action, soutenir un projet entrepreneurial. Donc ça a toute sa légitimité, surtout qu'on est vraiment dans une économie où on est vraiment dans la proximité. Donc c'est vraiment une vraie opportunité. Il y a des femmes déjà chefs d'entreprise qui ont testé ces solutions de crowdfunding et qui se sont avérées efficaces. Karine Duménil, fondatrice d'une entreprise de mise en relation client taxi, tente de développer son entreprise. Elle se heurte à l'incompréhension des banques. Ça nous a pris 1 an et demi pour trouver les financements, parce que le digital et le numérique, c'est pas toujours simple pour les banques de suivre, parce que pour eux, c'est de l'immatériel. Les banques prêtent beaucoup sur du matériel. Et c'est la grande difficulté qu'on a actuellement c'est le financement. Une start-up, c'est difficile pour les start-up plus que pour les entreprises du secteur traditionnel. Le risque d'échec est plus grand et c'est pour ça qu'on a besoin de financement permanent. En Guadeloupe, le financement participatif se développe, mais la route est encore longue avant que le crowdfunding soit perçu par les professionnels comme une solution sûre et porteuse de débouchés pour les entrepreneurs. Rebonsoir Daniel Lantin, vous avez lancé la première plateforme de financement participatif des Outre-mer. Pourquoi ce concept finalement séduit de plus en plus ? Alors, le financement participatif est intéressant parce que ça participe de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que pour l'épargnant, ça donne du sens à son épargne. Il met de l'argent dans un projet, il connaît le projet dans lequel il investit. Et par contre, pour l'entreprise, elle fait appel à un réseau relativement large de participants qui peuvent l'aider à co-concevoir son projet. C'est le crowdsourcing. Ça permet aussi de faire appel à des personnes à lesquelles on n'aurait pas pensé. Vous mettez un projet sur Internet, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, mobiliser votre réseau de proximité. C'est le départ. Il faut d'abord commencer par faire ça, commencer à mobiliser vos proches, vos amis, vos parents. Et sur Internet, vous pouvez avoir accès à des personnes qui sont à Paris, à Lyon, à Marseille, aux États-Unis, etc. Parce qu'on a fait il y a quelques jours, vendredi dernier, des tables guadeloupéennes du Tour de France de la finance participative, où dans le cadre de l'association Financement Participatif France à laquelle j'appartiens, on a organisé, comme cela s'était fait l'année dernière, 13 étapes au niveau national. Cette année, ça a été relancé. Il y a une étape qui a eu lieu le 7 octobre à Rennes,
Pointe-à-Pitre, c'était le 16 octobre. La prochaine, c'est le 27 novembre. Donc l'idée, c'est de présenter l'ensemble du financement participatif. Alors, est-ce qu'il y a des règles dans ce financement participatif? Alors, les règles, il faut d'abord savoir qu'il y a 3 modalités. Il y a le don, le prêt et le financement en action. Donc le don, c'est ce qu'on a vu avec Vanessa tout à l'heure, c'est vous avez envie de faire quelque chose, de mobiliser un projet, donc vous sollicitez des personnes qui vont vous donner de l'argent et c'est sans retour, donc c'est un don. On peut faire aussi un don avec contrepartie. Des artistes comme Stevie Mailly, par exemple, ont financé des CD comme ça. Et la contrepartie, c'est une place de concert, un autographe, suivant le niveau de votre participation. Donc My Major Company a financé Irma, donc il y a des projets culturels, ça marche beaucoup. Ou bien sous forme de prêt. À ce moment-là, vous avez donc de l'argent qui est prêté à l'entreprise, mais il y a un rendu suivant un échéancier. En Guadeloupe, il y a une entreprise qui s'appelle Nicody qui est à Sainte-Rose qui a bénéficié de ce type de prêt, 3 000 € qui va être remboursé sur certaines durées. Donc ça fonctionne. Et nous, notre plateforme Fidelios, c'est le financement en action. Réservé aux sociétés et non aux associations. Là, effectivement, c'est un autre niveau de financement participatif, c'est financement en action, c'est-à-dire que la société soit une société par action. Donc ce qu'on privilégie, c'est la société anonyme simplifiée, la SAS ou la SA. Et il faut donc qu'il y ait déjà un capital suffisant pour faire appel à de nouveaux actionnaires. Parce que si en simplifiant, si vous demandez 100 000 €, il faut que vous ayez au moins 200 000 € de capital pour pouvoir rester majoritaire de votre entreprise. Donc nous, on a adapté un peu le niveau de demande au marché guadeloupéen. On commence à partir de 50 000 €. Ce qui veut dire qu'il faut que votre entreprise... Quand même. C'est effectivement... Des gros projets. C'est des projets déjà consistants, mais qui nécessitent un apport en capital, en fonds propres de départ suffisant, que l'entreprise ait une valorisation d'au moins 100 000 €, 200 000 €. Donc c'est vrai que c'est des projets importants, mais on a fait ce choix de cibler ce type d'entreprises qui sont en phase de développement parce qu'on estime que ces entreprises-là ont la capacité de se développer, de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois. Une dernière question, quel type de projet on peut voir en Guadeloupe, puisque ça commence tout doucement, le financement participatif en Guadeloupe? Quelles sont justement les sociétés qui font appel au financement participatif? Alors sur Fidelios, vous pouvez aller sur la plateforme www.fidelios.com, FEEDELIOS.com, et vous verrez qu'il y a déjà 2 entreprises, Dauphin Télécom, qui est basée à Saint-Martin, mais qui a une entreprise en Guadeloupe, qui va faire de la fibre optique sur le réseau de Providence, donc qui a besoin de 80 000 €, et la société Coats of Arms, qui est basée à Saint-François, mais avec une boutique qui est à Saint-Barthélemy, et qui veut ouvrir un deuxième magasin, et là, il y a 250 000 € qui vont être demandés. Donc là, on est en phase de ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire qu'on est en train d'analyser les valorisations, le bilan, etc., pour pouvoir, je dirais, au plus tard, fin octobre, présenter officiellement la souscription à l'ensemble de la Guadeloupe, parce que là, il faut aussi, et ça on l'a vu, les projets qui ont été présentés, il faut d'abord mobiliser son réseau local pour ensuite être capable de mobiliser les personnes qui sont au niveau national et même à l'étranger. Le financement participatif a donc de beaux jours devant lui en Guadeloupe? Je pense, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit au début, financement alternatif, économie sociale et solidaire, développement durable. La COP21, il y aura des ateliers spécifiques sur le financement participatif. Merci Daniel Lantin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG de Fidelios et que vous avez donc lancé la première plateforme de financement participatif des Outre-mer. On va parler de sport maintenant. En football, ça y est, on connaît le premier club guadeloupéen qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Hier soir aux Abîmes, le CSM l'a emporté 2-1 face à la Gauloise. Et on saura samedi soir qu'un autre club guadeloupéen disputera également ce 7e tour. Ce sera soit l'Étoile, soit l'USBM. Comme tous les soirs, regardons ensemble quelle sera la couleur du ciel pour demain matin. Un ciel qui devrait être, comme vous le voyez, bien dégagé avec du soleil. Quelques passages nuageux tout de même sur l'île de la Désirade, de Marie-Galante ou encore sur l'archipel des Saintes. Le mercure, lui, de son côté, affichera entre 25 et 28 degrés au réveil. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'actualité nationale et internationale avec le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite un épisode de Camping Paradis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Et je vous rappelle que l'information continue sur notre site, le www.alizé.com. Excellente soirée.